Un homme se révèle par la façon dont il parle. Tu n'as pas besoin de voir son passé, son histoire ou ses intentions. Tu as juste besoin d'écouter. Les phrases qu'il utilise sont des radiographies de son caractère. Elles montrent son insécurité, son ego surdimensionné, son manque de contrôle et souvent son ignorance. Et le plus dangereux n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils peuvent t'entraîner à leur niveau si tu ne sais pas répondre. Beaucoup réagissent à ces phrases avec colère, fierté ou frustration. Ils tombent dans des provocations bon marché sans se rendre compte qu'ils cèdent leur pouvoir. Le stoïcien fait le contraire. Le stoïcien identifie la stupidité sans se mettre en colère, reconnaît l'arrogance sans se sentir attaqué et observe l'immaturité sans perdre son centre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que perdre son calme, c'est perdre la bataille. Cette vidéo existe pour une seule chose, t'apprendre à détecter les 5 phrases les plus courantes qui trahissent un homme immature, arrogant ou émotionnellement brisé. Et surtout, te montrer comment répondre à chacune avec fermeté, intelligence et maîtrise de soi, sans crier, sans te rabaisser, sans perdre ton essence. Ce que tu apprendras ici ne sert pas seulement à identifier la maladresse des autres, mais aussi à éviter de répéter ces mêmes schémas dans ta propre vie. Parce que la véritable force n'est pas de battre quelqu'un, mais de ne laisser personne te déstabiliser. À partir de maintenant, chaque fois que tu entendras une de ces phrases, tu sauras exactement quel genre d'homme tu as en face et quel genre de personne tu es en ne tombant pas dans son jeu. 1. Identifie l'ego déguisé en force. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des armures vides. Ils brillent à l'extérieur, font du bruit, frappent le sol à chaque pas pour que tout le monde les voie. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, juste un écho creux qui essaie de ressembler à du courage. L'ego fonctionne de la même manière. Il se déguise en force, en sécurité, en autorité, alors qu'en réalité, il s'agit du mécanisme de défense le plus primitif d'un homme émotionnellement immature. Et la première chose que tu dois apprendre est à le reconnaître avant de réagir, parce que si tu ne comprends pas ce que tu vois, tu tomberas dans son théâtre et tu finiras par perdre ton calme. L'homme qui vit à partir de son ego essaie toujours de s'imposer. Il prononce des phrases comme « j'ai toujours raison »,« tu ne sais rien »,« sans moi tu n'arriverais à rien », et il les dit avec une conviction qui semble presque admirable. Mais cette assurance ne vient pas de la maîtrise de soi, elle vient de la peur d'être exposé. Chaque mot qu'il prononce est conçu pour gonfler son importance parce que sa valeur interne est complètement fracturée. Quand un homme a besoin de rappeler au monde à quel point il est fort, puissant, capable, en réalité, il admet sa propre fragilité. C'est ce qu'il ne comprend pas. La plupart réagissent à ce genre de phrases avec fierté. Ils répondent en attaquant, en discutant, en essayant de prouver le contraire. Mais tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. Tu es ici pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine d'entrer en bataille contre quelqu'un qui ne contrôle même pas ses propres émotions. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. Et c'est l'avantage qu'un homme de caractère véritable a sur celui qui se contente de le prétendre. Lorsque tu entends ces phrases, ne prends rien personnellement. Ne tombe pas dans le jeu de la compétition égo contre égo. Observe, analyse, respire. L'ego se révèle toujours quand quelqu'un sent qu'il perd le contrôle. Un simple commentaire le perturbe, une question l'irrite, un désaccord le met en colère. Tu ne vois pas de la force, tu vois de la fragilité camouflée. Une fragilité qui se sent attaquée, même quand elle n'a pas été attaquée. C'est l'immaturité émotionnelle dans sa forme la plus pure. C'est là que ta réponse stoïcienne entre en jeu. Ne suis pas son rythme, ne lui rends pas le même ton, n'essaie pas de le surpasser. C'est exactement ce qu'il veut, parce que cela lui confirme que son bruit fonctionne. Réponds avec calme, avec clarté, avec cette froideur tranquille qui déconcerte quiconque vit dans le chaos. Utilise des phrases courtes et fermes. Je t'écoute, je comprends ton point de vue. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ok. Ce n'est pas être soumis. C'est montrer que tu n'as pas besoin de te battre pour te sentir en sécurité.
Seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes ont ce sentiment. L'ego cherche désespérément la reconnaissance, tandis que toi, tu cherches la stabilité. Il a besoin de gagner, tu cherches à garder ton centre. Il réagit, tu choisis. C'est la différence entre un homme qui fait semblant d'être fort et un homme qui l'est vraiment. La véritable force ne s'impose pas, elle se maintient. Elle ne crie pas, elle se contient. Elle ne menace pas, elle se contrôle. De plus, ce point n'est pas seulement pour identifier les autres, c'est aussi un miroir pour toi. Demande-toi combien de fois tu as utilisé ce même ego comme un bouclier. Combien de fois tu as voulu paraître fort alors qu'en réalité tu étais brisé. La différence est que maintenant tu as l'opportunité de le faire consciemment, parce qu'un homme qui reconnaît son ego peut le transformer, tandis que celui qui se cache derrière lui est condamné à répéter les mêmes erreurs. 2. Garde ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir. Un esprit arrogant ressemble à un verre rempli jusqu'au bord. Peu importe combien d'eau pure tu essaies de verser dessus, tout déborde, parce qu'il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionnent les hommes qui pensent tout savoir. Ils n'écoutent pas, ils ne traitent pas, ils n'apprennent pas. Ils se contentent de répéter ce qu'ils croient être la vérité, même si elle est construite sur du sable, de la peur ou de l'ignorance. Et le piège est que leur assurance est si bruyante que beaucoup finissent par douter d'eux-mêmes devant eux. C'est là que tu dois maintenir ton jugement ferme, car si tu permets que l'arrogance des autres obscurcisse ta clarté, tu deviens une partie du problème. L'homme qui se vante de tout savoir est celui qui ne tolère pas la contradiction. Il dit des phrases comme « Je sais comment sont les choses », « Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, je ne me trompe pas », et il le fait avec ce ton qui essaie de s'imposer, comme si être en désaccord avec lui était un acte de rébellion. La réalité est que cette attitude ne vient pas de la sagesse, mais de l'insécurité. Celui qui sait vraiment comprend qu'il reste toujours quelque chose à apprendre. L'ignorance, cependant, cherche à se déguiser en supériorité parce que la vérité lui est trop inconfortable. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils confondent le volume avec l'autorité. Ils pensent que le plus sûr est celui qui parle le plus fort, alors qu'en réalité, la sécurité authentique n'a pas besoin de s'imposer. La personne arrogante veut contrôler la conversation pour éviter que ses idées soient remises en question. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche la protection. C'est ce que tu dois comprendre pour ne pas te sentir intimidé ou inférieur. C'est là que ton attitude stoïcienne entre en jeu. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui prétend tout savoir, n'essaie pas de le convaincre, de le corriger ou de lui prouver qu'il a tort. Cela ne fait qu'alimenter son arrogance et draine ton énergie. Le stoïcien sépare ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas, et l'ouverture d'esprit de l'autre ne sera jamais entre tes mains. Ce que tu peux contrôler, c'est ton jugement, ton attitude et ta réaction. Au lieu de t'engager dans un débat sans issue, garde ton calme et ton objectivité. Écoute, filtre, analyse. N'achète pas sa sécurité exagérée comme si c'était de la sagesse. La plupart de ces affirmations naissent du besoin d'impressionner, pas de la vérité. Répondre à une personne comme celle-ci nécessite une précision émotionnelle. Utilise un ton ferme, sans irritation. Des phrases comme « Je comprends ton point de vue » ou « Tu as peut-être raison sur certaines choses » fonctionnent parce qu'elles ne le défient pas directement, mais ne te soumettent pas non plus. Tu maintiens ta dignité sans te rabaisser. Si la conversation devient une compétition d'ego, retire-toi mentalement. Tous les échanges ne méritent pas ton énergie. Le silence conscient est une forme d'intelligence. L'homme qui sait tout s'affaiblit quand tu ne le nourris pas avec ton attention. Mais ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fermé ton esprit pour protéger ton ego. Combien de fois tu t'es accroché à une idée juste pour ne pas admettre que tu avais tort. L'arrogance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse et se cache dans la résistance à apprendre. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le changer.
Celui qui reconnaît ses limites élargit son monde. Celui qui refuse d'apprendre s'enferme dans sa propre cage mentale. Lorsque tu maintiens ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir, tu développes une force intérieure qui ne peut pas être manipulée. Tu deviens quelqu'un de difficile à déplacer, à influencer, à déstabiliser. Et cette stabilité mentale est l'une des compétences stoïciennes les plus puissantes. 3. Ne tombe pas dans le piège du victimisme. Il y a des gens qui transforment chaque faux pas en un scénario dramatique. Ils fonctionnent comme des phares cassés qui, au lieu d'éclairer le chemin, ne projettent que des ombres et font que tous tournent le regard vers eux. Cette lumière déformée est le victimisme, une attitude que beaucoup d'hommes immatures utilisent pour manipuler, éviter les responsabilités ou attirer l'attention sans avoir à faire d'efforts. Et celui qui ne sait pas identifier cette dynamique finit par être pris dans sa narration émotionnelle, répondant à ses plaintes comme si elles étaient des vérités absolues. C'est ici que tu dois maintenir la clarté pour ne pas devenir une partie de sa tempête. L'homme qui vit du victimisme utilise des phrases comme « personne ne me comprend »,« tout va mal pour moi »,« on me laisse toujours tomber »,« je ne suis pas responsable de rien ». Ce qui est curieux, c'est que ces phrases semblent humbles, mais elles ne le sont pas. Ce sont des masques. C'est une façon d'éviter le travail interne. Se victimiser est plus confortable que d'assumer ses erreurs, parce que cela implique que tout le mal vient de l'extérieur. Cette perception fait de la personne un spectateur de sa vie, pas un protagoniste. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils ressentent de la compassion ou pensent qu'aider signifie le valider. Mais dans le victimisme, il y a un piège. La personne ne cherche pas du soutien, elle cherche des excuses pour ne pas avancer. Tu peux lui donner des conseils, des solutions, des alternatives, mais il trouvera toujours une raison de continuer à souffrir. Non pas parce qu'il ne peut pas s'améliorer, mais parce que la douleur est devenue son identité. Le stoïcisme t'apprend que rien n'est plus dangereux qu'une personne qui utilise sa souffrance comme une arme pour contrôler son environnement. C'est ici que ta position doit être ferme. Si tu réagis émotionnellement, si tu essaies de le sauver, si tu te laisses entraîner dans son discours, tu perdras ton équilibre. Le victimisme absorbe l'énergie, le temps et la clarté. C'est pourquoi la réponse stoïcienne n'est pas le froid, mais l'objectivité. Écoute mais ne t'implique pas. Analyse mais ne porte pas son poids. Dis des phrases courtes et directes comme « Je comprends que tu te sentes ainsi » ou « Qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» Cette dernière question brise le cycle car elle l'oblige à assumer ses responsabilités. Le victimiste déteste les solutions réelles car elles l'exposent. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que porter ce qui ne lui appartient pas est perdre son focus et sa paix. Si tu vois que son discours devient répétitif, toxique ou manipulateur, mets de la distance. Tu peux être présent sans être absorbé. Tu peux empathiser sans sacrifier ta stabilité. Cette compétence est l'une des plus difficiles et des plus précieuses pour celui qui cherche à avoir un contrôle interne. Ce point t'invite aussi à te regarder à l'intérieur. Demande-toi combien de fois tu as utilisé la plainte pour éviter d'agir. Le victimisme ne s'exprime pas toujours en mots. Parfois, il se cache dans la procrastination, la justification ou la résistance au changement. Le reconnaître te rend plus libre, car tu assumes que ta vie dépend de tes décisions, pas de tes excuses. Ne pas tomber dans le jeu du victimisme implique aussi de ne pas réagir au drame des autres. Si quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, ne te laisse pas perturber. Celui qui crie, celui qui pleure sans responsabilité, celui qui exagère, cherche à avoir le contrôle sur toi. Toi, garde ton centre, garde ton jugement et souviens-toi que ton énergie est ton territoire. Celui qui ne sait pas se gérer essaie de faire en sorte que les autres le fassent. L'homme qui se victimise a besoin que le monde s'adapte à sa douleur. L'homme stoïcien s'adapte à la réalité, avec discipline et caractère. Tu choisis quel chemin suivre. 4. Éloigne-toi de celui qui se croit supérieur.
Il y a des gens qui traversent la vie comme si tous les autres étaient des escaliers et eux le seul étage élevé. Ils fonctionnent comme des bâtiments mal construits, hauts à l'extérieur mais fragiles à l'intérieur, une structure érigée plus pour l'apparence que pour la stabilité. Cette attitude de supériorité est l'un des signes les plus clairs d'immaturité émotionnelle. Celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de regarder par-dessus son épaule. Seul celui qui se sent petit essaie de paraître grand. Et comprendre cette dynamique te protège de tomber dans des relations épuisantes où ta valeur reste sous l'ombre de quelqu'un qui prétend être plus qu'il ne l'est. L'homme qui se croit supérieur utilise des phrases comme « je suis meilleur qu'eux »,« personne ne peut m'atteindre »,« tu devrais être reconnaissant de m'avoir ». Et il le fait avec un air d'autorité qui cherche à intimider. Mais cette prétendue grandeur se fond lorsqu'on lui demande de la cohérence, lorsqu'il doit prouver par des faits ce qu'il proclame par des mots. L'arrogance est un déguisement, une armure construite pour cacher des insécurités profondes. Celui qui a besoin de se comparer constamment avoue qu'il ne se sent pas suffisant. Beaucoup cèdent face à ce type d'attitude parce qu'ils confondent arrogance et leadership. Ils pensent qu'un homme sûr de lui agit ainsi. Mais la vraie sécurité n'humilie pas, ne minimise pas, ne s'agrandit pas. La vraie sécurité inspire sans forcer. Le supérieur faux, en revanche, a besoin de dominer pour se sentir vivant. Et si tu n'apprends pas à le détecter, il finira par t'épuiser émotionnellement en te poussant à prouver ta valeur devant lui. Ce jeu le nourrit, mais t'affaiblit. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas à rivaliser avec personne pour maintenir ta dignité. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui passe son temps à mesurer les autres pour se sentir pertinent. Lorsque tu te confrontes à un homme qui se croit supérieur, la clé n'est pas de discuter ni de l'affronter. Cela ne fait que le renforcer, parce que tu le fais se sentir important. Ce que tu dois faire, c'est rester ferme à l'intérieur. Ne réagis pas à ses provocations, n'accepte pas ses comparaisons, n'entre pas dans son discours. Reste neutre, observateur, froid. Réponds avec des phrases équilibrées comme « je ne vois pas les choses de cette façon » ou « je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas cette perspective ». Cela le désarme parce qu'il attend une résistance émotionnelle. Il espère que tu entreras dans son affrontement pour valider son illusion de grandeur. Quand tu ne le fais pas, quand tu gardes ton calme, tu le laisses se confronter à son propre vide. Les supérieurs faux ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ne peuvent pas dominer. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as essayé de te sentir précieux en te comparant aux autres. La supériorité est un mécanisme de l'ego pour compenser les blessures. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas stable. L'homme qui reconnaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser personne. L'homme qui connaît son chemin ne marche pas sur la dignité des autres. C'est pourquoi identifier celui qui se croit supérieur est essentiel pour ne pas répéter le même schéma dans ta propre vie. En t'éloignant d'une telle personne, tu ne fuis pas. Tu te protèges. Tu ne permets pas à quelqu'un avec une vision déformée de lui-même d'affecter ta perception de ta propre valeur. La distance devient ton outil de clarté. Le supérieur faux te fait te sentir moins pour se sentir plus. Et si tu ne le détectes pas, il peut manipuler ton estime de toi, ta confiance et ta stabilité. Le stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, encore moins de l'opinion gonflée de quelqu'un qui vit piégé dans son ego. Quand tu t'éloignes, tu récupères ton espace mental et émotionnel et tu peux voir la situation avec perspective. 5. Ne te laisse pas tromper par la fausse infaillibilité. De temps en temps, quelqu'un se présente comme une horloge parfaite, de celle qui ne tombe jamais en panne et ne s'arrête jamais. Il parle comme s'il avait un mécanisme interne impossible à briser, comme s'il ne faisait jamais d'erreur et que tout ce qu'il fait est impeccable. Mais il suffit de regarder de près pour remarquer que cette horloge ne donne pas l'heure réelle. Elle répète simplement le même mensonge, encore et encore, en espérant que quelqu'un y croira. La fausse infaillibilité est l'un des déguisements les plus courants de l'homme émotionnellement immature,
Et si tu n'apprends pas à l'identifier, tu finiras par croire que le problème vient de toi chaque fois qu'il se trompe. L'homme qui prétend être infaillible dit des phrases comme « Je ne me trompe pas. Si quelque chose a mal tourné, ce n'est pas à cause de moi. C'est toi qui ne comprends pas. » Il a peur de reconnaître une erreur parce que pour lui, se tromper équivaut à se briser. Et quelqu'un qui n'a pas développé de caractère ne sait pas vivre avec la possibilité de l'échec. Il préfère construire un monde fictif où il a toujours raison, même si cela implique de manipuler, de nier ou de déformer la réalité. C'est le mécanisme parfait pour protéger un ego fragile. Le danger de ce type de personne est que, lorsqu'elle commet une erreur évidente, elle la transforme en ta faute. Elle redirige la responsabilité. Elle te fait sentir que tu exagères ou que tu interprètes mal les choses. Et si tu n'as pas un jugement fort, tu peux tomber dans sa dynamique et commencer à douter de toi-même. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clarté intérieure. Si tu ne connais pas ton critère, tu finiras soumis aux critères de quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Face à la fausse infaillibilité, beaucoup réagissent en discutant, en essayant de prouver l'erreur de l'autre avec des preuves, des arguments et de la logique. Mais cette stratégie ne fonctionne pas avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne se trompera jamais. Il n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par son image. Il ne veut pas apprendre, il veut s'imposer. Plus tu lui expliques, plus tu t'épuises, car tu essaies de raisonner avec quelqu'un qui n'est pas disposé à raisonner. Ta réponse stoïcienne doit être stratégique. Ne cherche pas à convaincre, cherche à rester ferme. N'essaie pas de détruire son illusion, reste dans la tienne. S'il te confronte en disant que tu as tort, réponds calmement. Je ne partage pas ton interprétation. S'il essaie de manipuler la situation, utilise une phrase simple. Je suis conscient de ce qui s'est passé. S'il essaie de minimiser sa responsabilité, réponds « Je comprends ton point de vue, mais je ne changerai pas ma perception ». Ce n'est pas de la froideur, c'est une protection émotionnelle. La fausse infaillibilité a besoin d'un public. Elle a besoin que quelqu'un accepte le théâtre. Lorsque tu ne réagis pas, que tu ne t'énerves pas et que tu n'acceptes pas sa distorsion, tu l'obliges à se retrouver face à lui-même, ce que ces personnes détestent. Son personnage s'effondre lorsqu'il n'y a personne pour le soutenir. Ce point te confronte aussi. Personne n'est à l'abri de ce comportement. Demande-toi combien de fois tu as évité d'admettre une erreur par peur de paraître faible. Combien de fois tu t'es défendu par orgueil au lieu d'accepter la réalité. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le corriger. L'infaillibilité réelle n'existe pas. Mais la maturité, oui. Et la maturité implique d'accepter les erreurs sans perdre de dignité. Quand tu ne te laisses pas tromper par la fausse infaillibilité de l'autre, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler. Personne ne peut te faire douter de ta réalité lorsque tu as une clarté intérieure. Personne ne peut te faire te sentir coupable pour quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La vie fonctionne comme un tableau rempli de pièces qui ne t'appartiennent pas. Les décisions des autres, leurs émotions, leurs changements soudains, leurs paroles impulsives sont des pièces que quelqu'un d'autre déplace. Tu peux les observer, tu peux les analyser, mais tu ne pourras jamais les diriger. Celui qui tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas finit par s'épuiser, se confondre et se frustrer. C'est pourquoi lorsque tu es confronté à des hommes immatures, arrogants ou émotionnellement brisés, le plus intelligent est de te concentrer sur ton propre mouvement. Ils agissent à partir du chaos. Tu dois agir à partir de la discipline mentale. L'homme immature a tendance à dire des choses comme « Tu me rends en colère. Si je réagis ainsi, c'est de ta faute. Je suis comme ça parce que la vie m'y a forcé. » et utilise ces phrases pour se décharger de toute responsabilité. Ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur le terrain où il se sent à l'aise, le terrain du dérèglement émotionnel. Il veut que tu te mettes en colère, que tu hausses le ton, que tu réagisses de manière impulsive, car cela valide sa narration. Si tu perds le contrôle, il justifie le sien. Le piège apparaît lorsque tu crois que tu peux le changer. Lorsque tu penses qu'en lui expliquant, en le corrigeant ou en le guidant,
tu réussiras à le faire agir différemment. Cela ne fonctionnera jamais. Celui qui ne veut pas changer n'écoute jamais. Celui qui ne veut pas grandir ne comprend jamais. Celui qui vit piégé dans son ego interprète seulement tes paroles comme des attaques ou des tentatives de domination. Au lieu de s'améliorer, il se met davantage sur la défensive. C'est là que ton approche doit devenir chirurgicale. Le stoïcisme est clair. La seule chose qui est toujours sous ton contrôle est ton jugement, ta réaction, ta parole et ta conduite. Rien de plus. Si l'autre crie, tu choisis si tu te mets en colère. Si l'autre te provoque, tu choisis si tu réponds. Si l'autre invente, manipule ou déforme, tu choisis si tu entres dans son jeu. Lorsque tu comprends ce principe, tu deviens quelqu'un de difficile à bouger parce que ta stabilité ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Répondre depuis le contrôle ne signifie pas rester silencieux par peur. Cela signifie choisir tes mots avec intention. Si quelqu'un essaie de te blâmer pour son propre comportement, dis clairement « Je ne contrôle pas comment tu décides de réagir ». S'il essaie de te tenir responsable de son état émotionnel, répète « Ton émotion est la tienne, pas la mienne ». Et s'il insiste pour te provoquer, garde un silence ferme. Non pas pour éviter la confrontation, mais pour éviter son chaos. Beaucoup pensent que l'autocontrôle consiste à endurer, mais ce n'est pas le cas. L'autocontrôle consiste à choisir où investir ton énergie. Parfois, répondre et perdre. Parfois, parler et tomber. L'homme immature cherche à t'entraîner au niveau où il peut se sentir dominant. Si tu gardes ton focus, ce pouvoir disparaît. Il ne peut pas gérer quelqu'un qui ne se met pas en colère. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui pense clairement. Il ne peut pas contrôler quelqu'un qui ne répond pas impulsivement. Ce point te confronte également à toi-même. Demande-toi combien de fois tu as voulu contrôler l'opinion des autres, leur comportement ou leur perception de toi. Ce besoin naît de la peur. Mais dès que tu acceptes que tu ne peux pas gérer quoi que ce soit d'externe, ton esprit devient plus léger. Lorsque tu lâches l'obsession de corriger les autres, tu commences à te corriger toi-même. Et c'est là que tu grandis vraiment. Te concentrer sur ce que tu peux contrôler te rend stratégique. Tu deviens plus observateur, plus patient, plus difficile à lire, et surtout, plus maître de ta vie. Parce que lorsque tu réagis avec calme, personne ne peut utiliser tes émotions comme une arme. Lorsque tu réfléchis avant d'agir, personne ne peut te pousser à l'impulsivité. Et lorsque tu choisis ton comportement, personne ne peut décider pour toi. L'homme immature se noie en essayant de contrôler tout le monde. 7. Utilise l'humilité comme ton avantage. Certaines personnes se comportent comme si elles marchaient avec un miroir géant collé à la poitrine. Elles ne peuvent voir qu'elles-mêmes, leurs prétendus accomplissements, leur prétendue grandeur. Elles reflètent constamment leur ego parce qu'elles ne connaissent pas d'autres moyens de se sentir précieuses. L'humilité, en revanche, fonctionne comme une fenêtre. Elle te permet de voir plus loin, d'observer clairement, d'apprendre sans obstacle et d'avancer sans bruit. Et c'est cette fenêtre qui te donne un avantage que les arrogants n'auront jamais. L'humilité ne te rend pas petit, elle te rend stratégique. L'homme immature utilise des phrases comme « je sais déjà ça »,« je n'ai pas besoin de conseils »,« je n'apprends pas de n'importe qui », et les dit avec un ton de supériorité qui cherche à fermer toute porte vers l'amélioration. Pour lui, admettre l'ignorance, c'est admettre la faiblesse. Et comme il ne sait pas gérer son ego, il préfère prétendre que tout est résolu. Ces mots sont des signes clairs que tu es face à quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa propre image. Les gens confondent l'humilité avec la fragilité parce qu'ils ne comprennent pas son véritable pouvoir. Ils croient qu'être humble, c'est se laisser piétiner, toujours se taire ou baisser la tête. Mais le stoïcisme interprète l'humilité d'une autre manière. L'humilité est la capacité de voir la réalité sans filtres égoïstes. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux t'améliorer, que tu peux te tromper et pourtant maintenir ta valeur intacte. Cela te rend adaptable, quelqu'un qui évolue. Quand tu as affaire à quelqu'un d'arrogant, l'humilité devient ton outil le plus intelligent.
non pas parce que tu dois te faire petit, mais parce qu'elle te permet d'éviter le choc inutile. L'arrogant veut rivaliser, il veut prouver qu'il en sait plus, qu'il est plus fort, qu'il a plus d'expérience. Si tu essaies d'entrer dans ce jeu, tu renonces à ton objectif. L'humilité te permet d'observer sans avoir besoin de réagir, de répondre sans combattre et de maintenir la clarté sans tomber dans les provocations. Répondre avec humilité ne signifie pas se soumettre. Cela signifie ne pas s'engager dans des discussions inutiles. Si quelqu'un te dit « je sais comment sont les choses », tu peux répondre « peut-être » et je suis prêt à écouter. Non pas parce que tu crois qu'il a raison, mais parce que tu contrôles le terrain émotionnel. L'humilité déstabilise l'arrogant parce qu'il ne trouve pas de résistance. Il ne sait pas comment se battre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce point s'adresse également à toi. La véritable humilité ne consiste pas à parler doucement ou à éviter de se démarquer. Elle consiste à reconnaître tes limites sans avoir honte d'elles. Un homme qui comprend ses faiblesses devient plus fort, car il sait exactement ce qu'il doit travailler. Celui qui nie ses erreurs ne s'améliore pas. Celui qui les accepte se transforme. L'avantage de l'humilité est qu'elle te maintient dans un état constant d'apprentissage. Elle te permet d'écouter quand les autres ne font que crier. Elle te permet de grandir quand les autres stagnent. Elle te permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des menaces. Cette ouverture te donne une profondeur que les arrogants n'atteignent jamais, car leur besoin de paraître parfait les empêche de voir leurs véritables faiblesses. L'humilité évite également que tu prennes les attaques des autres comme quelque chose de personnel. Quand quelqu'un t'insulte, te minimise ou essaie de te faire sentir moins, tu peux répondre avec sérénité parce que tu sais que son comportement ne définit pas ta valeur. 8. Prends de la distance avec la conversation toxique. Certaines personnes parlent comme si elles jetaient des cendres dans l'air. Peu importe ce qu'elles disent, chaque mot salit quelque chose, assombrit quelque chose, contamine quelque chose. Discuter avec elles, c'est comme respirer de la fumée. Au début, tu ne le remarques pas, mais peu à peu, cela commence à t'épuiser, à t'irriter, à obscurcir ton esprit. C'est ce qui se passe lorsque tu te plonges dans des conversations toxiques avec des personnes immatures, arrogantes ou pleines de ressentiment. Peu importe à quel point tu te crois fort, la toxicité verbale finit par affecter ta clarté si tu ne sais pas garder tes distances. L'homme émotionnellement immature a tendance à utiliser des phrases chargées de poison déguisées en sincérité. Des expressions comme « je dis les choses comme elles sont ». Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Les gens sont stupides. Ou personne ne vaut la peine, se répète dans son discours parce qu'il a besoin de projeter de l'amertume pour se sentir supérieur. Ce qu'il fait, sans l'admettre, c'est vomir sa frustration interne. Et si tu ne filtres pas ce que tu entends, tu finiras par respirer ce qu'il ne sait pas traiter. Les conversations toxiques ne sont pas toujours des insultes directes. Parfois, ce sont des critiques constantes, des plaintes interminables, des comparaisons inutiles, des moqueries déguisées en humour ou des commentaires subtilement agressifs. Ces schémas sont épuisants, car ils te poussent à réagir. Ils te font penser que tu dois te défendre, corriger, expliquer, clarifier ou te justifier. C'est là que tu perds ton centre, c'est là que l'autre gagne du terrain émotionnel. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de ta capacité à choisir où porter ton attention. Tu ne peux pas contrôler ce que disent les autres, mais tu peux décider si tu t'exposes ou non à leur discours. Prendre de la distance n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si tu vois que la conversation se dirige vers le conflit, la moquerie, la disqualification ou le chaos, tu n'as pas à rester. Ton énergie n'est pas faite pour être absorbée par des personnes qui vivent en projetant leurs blessures. Répondre à la toxicité avec calme nécessite une stratégie. Si quelqu'un lance un commentaire provocateur, une réponse courte comme « je comprends ton point de vue » ou « je ne vais pas dans cette direction » coupe la tension sans alimenter le feu. Si quelqu'un essaie de t'entraîner sur le terrain de la plainte, utilise une phrase ferme « je préfère parler de solution ». Cela change le cours de la conversation.
Si l'autre personne insiste sur sa négativité, c'est là que tu dois prendre une distance physique, émotionnelle ou mentale. Distance ne signifie pas toujours partir. Parfois, cela signifie se déconnecter émotionnellement. Tu peux écouter sans t'impliquer. Tu peux être présent sans absorber. Tu peux laisser l'autre parler sans laisser ses mots entrer dans ton esprit. C'est la capacité stoïcienne d'observer sans réagir. Celui qui maîtrise cette capacité devient immunisé contre la provocation. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fait partie de conversations où tu as toi-même ajouté de la négativité. La toxicité ne vient pas toujours des autres. Parfois, elle naît de ta fatigue, de ta frustration ou de ta colère. Être conscient de cela te permet de corriger le cap. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être attentif à la façon dont tu utilises tes mots et à quel type d'énergie tu apportes aux conversations. Prendre de la distance avec la conversation toxique te rend sélectif. Cela te rend conscient que tes mots construisent ou détruisent. Cela te protège de tomber dans des discussions inutiles qui ne font qu'éroder ton caractère. Cela te permet de garder ton jugement lorsque les autres le perdent. Et cela te donne la capacité de conserver ta paix même lorsque quelqu'un veut t'entraîner dans sa tempête. L'homme toxique a besoin d'un public pour se sentir fort. L'homme stoïcien n'a pas besoin d'un public pour se sentir en paix. La différence est de savoir qui contrôle la conversation. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. La vie ne stagne pas parce qu'il manque des rêves, mais parce que nous portons trop de choses qui ne servent plus. Nous nous accrochons à des habitudes et des relations qui épuisent, à des pensées qui répètent toujours la même histoire, à l'attente impossible de plaire à tout le monde. Au lieu d'avancer, nous devenons des experts dans le fait de traîner le passé. Il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté, ni d'ajouter plus d'objectifs. Il s'agit de cesser d'hypothéquer notre énergie sur ce qui reste et non sur ce qui s'ajoute. Le stoïcisme l'a dit il y a des siècles. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Le coût psychologique de soutenir l'insoutenable est invisible, mais réel. Anxiété, frustration, fatigue chronique. Et le pire symptôme est la sensation d'être vivant à moitié, comme si chaque jour était un entraînement éternel à supporter des charges étrangères et personnelles. Si tu ne choisis pas de lâcher prise, le poids finit par choisir pour toi. Il n'y a pas de transformation possible sans le courage de renoncer. Ce n'est pas un discours d'auto-assistance bon marché, c'est une invitation dure et directe à revoir, filtrer et couper. Celui qui veut une année différente doit commencer par se vider de l'inutile, non par se remplir de promesses. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace pour l'essentiel. C'est le mécanisme central de tout changement réel. Il ne suffit pas de désirer la paix, il faut nettoyer le terrain, même si cela fait mal. 2026 n'arrivera pas avec des miracles, il arrivera pour ceux qui s'entraînent à porter moins et à vivre plus. 1. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Arrêtez de vous mentir. Tant que vous poursuivez l'approbation des autres, vous serez esclave de leurs attentes, pas maître de votre vie. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien vous vous efforcez, ni combien de réalisations vous accumulez, si vous avez besoin de la validation extérieure pour vous sentir suffisant, vous serez toujours à la merci de l'opinion des autres. Ce n'est pas une exagération. La dépendance à l'approbation est une chaîne invisible qui vous attache à la médiocrité, car elle vous oblige à agir selon les critères et les désirs des autres, et jamais selon vos propres valeurs. Combien de fois vous êtes-vous arrêté avant de prendre une décision ou d'exprimer ce que vous pensez juste par peur du jugement? Cette autocensure constante
épuisent le caractère et, ce qui est pire, vous volent la possibilité de construire une vie authentique. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer. Celui qui vit en cherchant à plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Marc Aurèle l'a clairement dit. Si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres, vous serez toujours leur prisonnier. Et il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un trou sans fond. Chaque fois que vous adaptez votre comportement, vos opinions, même vos rêves, juste pour vous intégrer ou éviter une critique, vous hypothéquez votre liberté intérieure. Car la recherche d'approbation n'est rien d'autre qu'un paiement anticipé. Vous échangez votre paix contre une acceptation momentanée et fragile, une acceptation qui n'est jamais suffisante et qui exige toujours plus. La vie devient une négociation continue avec les désirs des autres, jusqu'à ce que vous oubliez quels étaient les vôtres. Il est temps de cesser de mettre votre estime de soi entre les mains d'inconnus, de membres de votre famille ou de collègues qui ne connaissent même pas votre véritable histoire. Personne d'autre que vous n'a l'autorité pour définir votre valeur. Si vous avez du mal à lâcher ce besoin, regardez-le ainsi. Chaque fois que vous attendez une reconnaissance, vous vous endettez émotionnellement et cette facture arrive toujours avec des intérêts. L'admiration authentique ne se mendie pas, elle se mérite en vivant en cohérence, non en fonction des applaudissements. Le stoïcisme ne demande pas de vous isoler, mais d'apprendre à filtrer, à discerner entre ce qui vous élève et ce qui ne satisfait qu'un vide artificiel. Arrêtez de porter le masque que votre environnement exige. L'enlever peut faire mal, mais il est plus douloureux de continuer à le porter année après année. La véritable liberté commence le jour où vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Il n'y a pas de vie pleine dans la simulation constante. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être une copie des attentes des autres. Si vous voulez avancer avec légèreté et clarté en 2026, commencez par lâcher l'addiction aux applaudissements. Renoncez à l'approbation qui épuise votre énergie et vous verrez comment vous retrouvez force, concentration et dignité. L'opinion des autres ne pèse que si vous la portez. 2. Rompez les liens qui épuisent votre énergie. Il y a des moments où vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous enlevez vos chaussures, mais la sensation de fatigue ne disparaît pas. Ce n'est pas physique, c'est autre chose. Une fatigue qui ne s'en va ni avec le repos ni avec les distractions. Votre tête continue de tourner autour des conversations, des tensions, de ce sentiment d'avoir cédé trop, d'avoir dit oui par habitude, d'avoir soutenu les autres, alors que vous n'avez même pas eu le temps de vous écouter vous-même. C'est le signe le plus clair qu'il existe des liens invisibles qui drainent votre énergie chaque jour. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez épuisé avant de dormir ou si vous avez du mal à vous lever avec envie. Il y a des relations, des engagements et des dynamiques qui se sont installés dans votre vie comme une obligation silencieuse. Et même si vous ne le reconnaissez pas toujours, chacune d'elles vous enlève de la force, de la clarté et du focus. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'éviter les conflits ouverts pour maintenir la paix. Mais ce qui n'est pas discuté s'accumule. Ce qui n'est pas affronté devient un poids chronique. L'habitude de maintenir des liens par simple inertie, de tenir des conversations creuses ou de supporter des personnes qui cherchent seulement à vous vider émotionnellement est l'une des formes les plus subtiles d'abandon de soi. Au fond, vous savez quels sont ces liens, ceux qui vous font sentir petit, coupable, épuisé ou simplement déconnecté de votre propre centre. Il ne s'agit pas de fuir à la première inconfort, mais de reconnaître quand une relation a cessé d'être un échange et s'est transformée en un fardeau unilatéral. Persister seulement par peur de blesser, pour éviter le vide ou pour répondre aux attentes des autres est une recette sûre pour l'insatisfaction chronique. Rompre ces liens ne signifie pas nécessairement couper les ponts ou devenir froid. Il s'agit plutôt d'apprendre à établir des limites claires, de cesser d'offrir votre temps et votre attention à ceux qui ne voient en vous qu'une source pour leur propre manque. Personne ne peut vivre léger s'il est attaché à des relations qui fonctionnent comme des ancres.
L'énergie que vous investissez à soutenir ce qui est insoutenable est de l'énergie qui vous manque pour construire ce qui compte vraiment, pour grandir, pour profiter de la vie avec sérénité. Chaque lien qui épuise est une fuite silencieuse de vitalité. La véritable maturité commence le jour où vous comprenez que vous n'avez pas l'obligation de traîner tout ce que vous avez un jour décidé de porter. On n'avance pas avec un sac à dos rempli de dettes émotionnelles des autres. Se libérer de ces engagements qui n'existent que par habitude ou par peur n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de santé mentale. Vaut mieux un petit cercle qui vous respecte qu'une multitude qui vous presse. Choisissez avec qui vous investissez votre énergie. Personne ne peut s'épanouir sur un terrain stérile. 3. Identifie et élimine les habitudes nuisibles. Je vais être honnête, l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû admettre devant moi-même est que beaucoup de mes journées ne sont pas marquées par de grandes tragédies, mais par de petites routines répétées qui me sabotent sans que je m'en rende compte. Il ne s'agit pas de chute monumentale, mais de ces actions mineures. Remettre une décision à plus tard, laisser des choses en suspens pour demain, vérifier le téléphone toutes les 5 minutes, manger sans faim, me dire « juste pour aujourd'hui », qui, additionnés, finissent par éroder le moral, la discipline et la confiance en soi. C'est inconfortable de le reconnaître, car nous avons tous cette image de nous-mêmes comme des personnes raisonnables, capables de contrôler ce que nous faisons. Mais il suffit de s'arrêter avec honnêteté et de passer en revue n'importe quelle semaine pour voir combien de fois nous cédons à des impulsions automatiques. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau tend vers ce qui est connu, ce qui est confortable, vers la gratification immédiate, et c'est là que les habitudes nuisibles trouvent un terrain fertile et s'installent comme partie du paysage. Quand je parle d'habitudes nuisibles, je ne fais pas seulement référence aux vices évidents, mais à tout schéma automatique qui t'éloigne de la vie que tu souhaites construire. Ce sont ces petites concessions, retarder ce qui est important, se perdre dans des distractions, laisser la plainte remplacer l'action, permettre que la fatigue soit une excuse pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Le plus grand danger ne réside pas dans l'ampleur de chaque erreur, mais dans l'accumulation silencieuse de toutes celles-ci. C'est cette usure invisible qui, avec le temps, définit le cours de tes journées. Car personne ne se lève un jour et échoue soudainement. Presque toujours, le véritable échec se prépare dans la répétition de petits actes qui semblent inoffensifs, mais qui, accumulés, déforment le caractère et éteignent la volonté. La racine du problème est que ces habitudes se camouflent en alternatives légitimes de repos, de soulagement ou de soin de soi. Mais en réalité, ce sont des mécanismes d'évasion. Le plaisir immédiat devient un piège lorsqu'il est utilisé pour masquer ce que nous devrions affronter. Le stoïcisme ne propose pas une vie de souffrance, mais une vie consciente, où chaque acte répond à une décision et non à un automatisme. Répéter sans remettre en question est la recette parfaite pour l'insatisfaction chronique. C'est pourquoi la question clé n'est pas « quelle habitude ai-je ?», mais « quelle fonction cette habitude remplit-elle dans ma vie ?» Est-ce une échappatoire? Est-ce une béquille pour ne pas faire face à un inconfort? Être brutalement honnête avec soi-même est le premier pas pour éliminer ce qui intoxique. L'élimination de ces habitudes ne se fait pas par la volonté à court terme, mais par une stratégie délibérée. Identifier le schéma, comprendre le déclencheur, redéfinir la réponse et répéter le nouveau geste jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle base. Il ne s'agit pas de se battre avec soi-même, mais de rediriger l'énergie vers ce qui construit réellement. Le caractère se renforce dans la répétition de ce qui est juste, pas dans l'exception héroïque. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ton plafond demain. Si ce n'est pas toi qui conçois tes habitudes, ce sont tes habitudes qui te conçoivent. La véritable liberté commence lorsque tu te donnes la permission de rompre le cycle. 4. Renonce au désir de contrôle absolu. Il y a des personnes qui avancent dans la vie avec le froncement de sourcils, les poings légèrement serrés et les épaules relevées,
comme si tout leur corps était programmé pour anticiper le prochain mouvement de l'univers. Elles s'assoient devant l'ordinateur, vérifiant encore et encore le calendrier, rayant, réorganisant, corrigeant chaque détail jusqu'à ressentir une sorte de contrôle momentané, seulement pour découvrir que l'anxiété ne se dissipe pas, elle change simplement de forme. Le besoin de contrôle absolu est une tension perpétuelle, une boule dans la gorge en recevant une nouvelle inattendue, la mâchoire serrée lorsque quelque chose sort du plan, l'insomnie qui apparaît parce que l'esprit n'accepte pas qu'il y a des variables qu'il ne pourra jamais maîtriser. C'est comme essayer d'aligner chaque pièce d'un gigantesque domino sur un sol qui tremble. L'effort ne finit jamais et la tranquillité n'arrive jamais. La paradoxe est cruelle. Plus tu t'obsèdes à contrôler chaque résultat, plus l'incertitude te blesse, plus la moindre déviation te frustre. Le désir de contrôle n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en rigueur. C'est l'illusion que, si tu anticipes tous les scénarios possibles, tu éviteras la douleur, l'échec ou la honte. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Il y a toujours un tournant, une conversation inattendue, un message que tu n'attendais pas, une maladie, une erreur humaine. Tu peux passer des heures à essayer de planifier l'avenir, mais aucun calendrier ne protège du chaos. Celui qui exige des garanties devient l'otage de ses propres prévisions. Le stoïcisme le dit sans détour. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète l'a résumé en une seule ligne. La liberté, c'est distinguer l'une de l'autre. Cette ligne est fine, mais c'est la frontière entre l'épuisement et la sérénité. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de lâcher prise. Lâcher l'idée que tu as du pouvoir sur tout ce qui se passe. Lâcher la prétention que ta valeur dépend du résultat. Le contrôle absolu est impossible, et l'attente de l'atteindre n'engendre que frustration. Être responsable n'est pas la même chose qu'être omnipotent. Le véritable contrôle est d'accepter la marge d'incertitude et d'apprendre à te déplacer à l'intérieur sans perdre ton calme. Il y a une phrase que tu dois te tatouer dans la mémoire. Ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas te gouverner. L'obsession du contrôle est une fuite massive d'énergie. Pendant que tu te consumes par ce qui est incontrôlable, tu négliges la seule chose sur laquelle tu as un véritable pouvoir. Tes décisions, ton attitude, ta réaction. C'est ta sphère. Le reste, peu importe combien tu serres les dents, suivra son cours. Choisis bien tes batailles. Ne laisse pas l'anxiété pour l'avenir te voler ta présence dans le présent. Contrôle ta réponse, pas l'univers. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être le directeur de chaque scène, mais le protagoniste de ta propre réaction. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est laisser de l'espace pour ce que tu peux vraiment construire. 5. Ajuste tes attentes à la réalité. La réalité ne négocie pas avec tes attentes. C'est la vérité qui fait le plus mal et celle que tu veux le moins accepter. Tu peux construire des châteaux mentaux, créer des scénarios parfaits, exiger que les gens soient justes, que la vie s'organise à ta mesure, que l'effort est toujours une récompense immédiate. Mais le monde ne te doit rien. L'auto-tromperie commence lorsque tu te crois en droit d'attendre des résultats, des certitudes, que tout fonctionne comme tu l'imagines. Et quand la vie ne suit pas ton scénario, tu appelles cela de l'injustice, alors qu'en réalité, c'est juste la conséquence de croire que tu peux imposer des conditions à ce que tu ne contrôles pas. Il n'y a pas de pire piège que l'illusion de mériter quelque chose simplement parce que tu le désires ardemment. Des attentes démesurées sont une fabrique de déception et de frustration. Ce n'est pas l'environnement qui te brise, c'est ton incapacité à ajuster ton regard à ce que tu as réellement devant toi. Jusqu'à quand vas-tu permettre que l'idéal sabote ta capacité à apprécier ce que tu as vraiment? Attendre que les autres agissent comme tu agirais, que les projets se déroulent toujours comme tu les as planifiés, que ton partenaire devine ce que tu penses, que tes amis ne te déçoivent jamais. Tout cela, c'est mettre ton état émotionnel entre les mains de l'improbable. Le stoïcisme le dit clairement, tu souffriras dans la mesure où tu t'accroches à une image irréelle du monde et des gens. Ce n'est pas de la résignation, c'est une maturité brutale.
Si tu insistes pour exiger la perfection, tu ne feras que vivre en guerre avec l'évidence. Ajuster tes attentes n'est pas se rendre, c'est cesser de frapper un mur en espérant qu'il se transforme en porte. C'est un acte d'intelligence et d'estime de soi, pas de faiblesse. Tu souffres moins quand tu comprends plus. Beaucoup se croient positifs parce qu'ils visualisent le meilleur résultat. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la naïveté si cela n'est pas accompagné d'une acceptation réaliste. Sénèque l'a écrit sans anesthésie. La majeure partie de notre souffrance provient de la différence entre ce que nous attendons et ce qui se passe. Si ta paix dépend du comportement du monde selon tes désirs, tu seras toujours à un pas de la colère ou de la déception. Ta sérénité n'est véritable que lorsqu'elle n'a pas besoin de garanties externes. Cesse d'attendre que la vie te demande la permission de te surprendre. Commence à entraîner le muscle de la flexibilité interne, car c'est ainsi que tu auras une marge de manœuvre lorsque la réalité te déstabilisera. Ajuster ses attentes n'est pas du cynisme, c'est prendre soin de soi. L'exigence perpétuelle que tout se passe bien est le pire filtre mental que tu puisses adopter. C'est une condamnation auto-imposée. La vie n'est pas un contrat, c'est un scénario changeant. Ne perds plus de temps à pleurer sur ce qui n'a pas été, ni sur ce que les autres ne t'ont pas donné. La maturité se mesure à la distance entre ce que tu désires et ce que tu acceptes. Celui qui s'adapte ne se brise pas. Si tu veux vraiment avancer léger en 2026, lâche la fantaisie que tu as droit à une vie sans friction, car cette attente est celle qui te vole la paix. 6. Apprends à céder dans les discussions. Accepter que céder dans une discussion n'est pas perdre, mais gagner en clarté, est l'une des vérités les plus inconfortables que tu peux affronter. Ton impulsion initiale, presque toujours, est de défendre ta position coûte que coûte, de sentir que ton point de vue est le seul qui mérite d'être entendu, même lorsque tu ne te souviens plus si cette raison correspond à ta véritable conviction ou simplement à un mécanisme automatique de fierté. S'accrocher à la nécessité d'avoir toujours le dernier mot est l'un des fardeaux les plus lourds et les moins productifs que tu peux porter. Je le sais parce que cette impulsion est universelle. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Discuter jusqu'à l'épuisement par peur de céder, par peur de perdre du statut ou de montrer de la faiblesse, ne fait que renforcer une image interne de rigidité et t'oblige à soutenir un personnage que, au fond, tu n'apprécies même pas d'interpréter. S'accrocher à la raison absolue est souvent une tentative désespérée de protéger l'estime de soi, même si la plupart du temps, cela ne fait que la fragmenter encore plus. Le mécanisme est subtil. Tu confonds céder avec capituler, alors qu'en réalité, céder peut être un acte d'intelligence et de maturité émotionnelle. L'ego, qui interprète toute différence comme une attaque personnelle, te murmure que si tu ne défends pas ta position, tu deviens invisible, irrélevant. C'est le mensonge central qui alimente beaucoup de tes discussions les plus épuisantes. Arrête-toi un instant et demande-toi vraiment, ce que tu défends aujourd'hui est-il si crucial ou n'est-ce qu'une extension de ta peur de paraître moins? La plupart des conflits verbaux ne concernent pas des idées, mais plutôt l'identité. Tu luttes pour te sentir respecté, pour valider ton estime de soi, même si la bataille te laisse émotionnellement épuisé et mentalement tendu. Souvent, continuer à discuter n'est qu'une manière de te distraire du vide qui surgit lorsque tu n'as pas raison. Ta valeur ne dépend pas de gagner des débats. Elle dépend de ta capacité à lâcher prise sur le besoin d'avoir toujours le dernier mot. Céder ne signifie pas effacer tes limites ni devenir soumis, mais reconnaître qu'il y a des situations où insister ne fait que multiplier la tension et t'éloigner de ce qui compte vraiment. La connexion, la paix intérieure, la clarté mentale. Choisir le silence ou accepter le point de vue de l'autre est un acte de force, non de faiblesse. Chaque fois que tu renonces à une dispute inutile, tu récupères de l'énergie, de la santé et de l'espace mental. L'esprit s'entraîne. Plus tu pratiques le renoncement à la raison absolue, plus il devient facile de discerner quand il vaut la peine de défendre une idée et quand il est préférable de lâcher prise.
Personne n'avance léger en portant l'armure de la fierté. Examine ton histoire. Les discussions les plus longues ne t'ont presque jamais offert de satisfaction durable. Seulement une tension accumulée et une gueule de bois émotionnelle difficile à digérer. Apprendre à céder est, au fond, apprendre à prioriser ta tranquillité au-dessus de ton image. La vie ne te récompense pas pour avoir gagné toutes les discussions, mais elle te libère lorsque tu cesses d'en avoir besoin. Je l'ai dit au début et je le répète, lâcher la raison peut sauver ta paix. La sérénité pèse moins que la fierté. 7. Réduisez le bruit numérique dans votre vie. Le téléphone vibre sur la table pendant que vous essayez de terminer une tâche simple. La notification d'un message, puis une autre d'un groupe, ensuite une alerte de mail, et, sans vous en rendre compte, vous sautez d'application en application comme si chacune réclamait un morceau de votre attention. À la fin de la journée, vous découvrez que votre esprit est dispersé, saturé de fragments d'informations, avec la sensation de n'avoir réellement accompli rien d'important. La fatigue mentale ne provient pas seulement de l'effort, mais de la fragmentation constante à laquelle vous soumettent les stimuli numériques. C'est ainsi que fonctionne le bruit numérique, un flux continu de demandes externes qui interrompent, distraient et épuisent la concentration. Ce n'est pas seulement une question de perdre du temps, mais de perdre le focus, la clarté et surtout la capacité de se connecter avec soi-même sans intermédiaire. Le véritable problème n'est pas la technologie en elle-même, mais la relation de dépendance et le manque de filtre face à ce que vous consommez. Chaque fois que vous laissez le téléphone dicter vos priorités, vous renoncez à la possibilité de choisir intentionnellement où vous investissez votre énergie mentale. Le flux ininterrompu de nouvelles, de vidéos et de messages active des mécanismes de gratification immédiate qui intoxiquent l'autocontrôle et affaiblissent la volonté. Le résultat est un esprit entraîné à la dispersion, habitué à sauter d'un stimulus à l'autre sans jamais s'arrêter pour approfondir quoi que ce soit. Cet entraînement invisible finit par éroder la capacité de consacrer du temps soutenu à ce qui compte vraiment et, avec le temps, génère une sorte de brouillard interne où tout semble urgent, mais rien n'est essentiel. L'effet cumulatif est plus grave qu'il n'y paraît. L'attention détériorée affecte la qualité de vos décisions. La mémoire en souffre, les impulsions automatiques prennent le dessus et il devient de plus en plus difficile de soutenir une pensée complexe sans ressentir la tentation de se distraire. Ce n'est pas un hasard si de nombreux projets personnels restent inachevés ou s'il est si difficile de trouver des moments de véritable silence mental. La technologie, sans discipline, devient le plus grand voleur de votre capacité à vivre le présent en profondeur. Si vous ne choisissez pas ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous finissez par être un spectateur passif de la vie des autres, accumulant des données irrélevantes et remettant à plus tard votre propre croissance. La solution n'est pas de renoncer à la technologie, mais de la domestiquer, établir des moments sans écran, éliminer les notifications inutiles, épurer vos sources d'informations et protéger votre temps de qualité comme s'il s'agissait d'une ressource rare. Il faut concevoir un environnement numérique qui travaille en votre faveur et non contre vous. Chaque minute que vous récupérez de la dispersion numérique est une minute que vous pouvez investir pour vous construire, pour penser clairement, pour vraiment vous reposer. L'esprit ne fleurit pas sur un terrain sursaturé de stimuli. Éliminez l'excès. Récupérez votre attention. Votre temps mental est votre actif le plus précieux. Protégez-le avec la même discipline que vous appliqueriez à votre santé physique. Moins de stimuli, plus de présence. C'est ainsi que l'on avance léger. 8. Remets en question tes pensées récurrentes. Je vais le dire sans détour. Il y a des pensées que je ne supporte pas dans ma propre tête, mais qui reviennent encore et encore, comme une goutte qui tombe et que tu ne peux ignorer, peu importe combien tu augmentes le volume de la musique ou fermes les portes. Parfois, je me surprends à marcher dans la rue avec un air tendu, les sourcils froncés, repassant une scène ancienne, une phrase que quelqu'un a lâchée il y a des mois, une erreur stupide que plus personne ne se rappelle. Le corps le ressent, les épaules se chargent,
la mâchoire se durcit. Le rythme de la respiration change, même si l'environnement est calme. Ce n'est pas le présent qui pèse, c'est cette séquence de pensées répétées qui ne laisse pas de place pour quelque chose de nouveau. Tu regardes ton téléphone, tu essaies de te distraire, mais il suffit d'un silence pour que revienne la même idée usée, le même jugement, le même doute. C'est la prison la plus invisible de toutes, celle de vivre gouvernée par des pensées que tu ne remets jamais en question, que tu ne fais que répéter. As-tu remarqué comment tu te parles lorsque tu échoues ou lorsque quelque chose se passe différemment de ce que tu attendais? Ce n'est pas une voix bienveillante, ce n'est pas neutre, c'est souvent dur, implacable. Toujours la même chose, tu n'apprends jamais. Cela t'est déjà arrivé, tu ne changes jamais. Ce sont des phrases sèches, automatiques, qui apparaissent sans que tu les invites. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, cette voix devient le filtre à travers lequel tu vois le monde et te vois toi-même. Un filtre sale ne laisse pas passer la lumière. Il est difficile de l'admettre, mais beaucoup des limites que tu crois avoir ne sont pas réelles. Ce sont des histoires internes que tu as répétées tant de fois qu'elles sonnent comme une vérité. La pensée négative récurrente est une sorte d'entraînement inversé. Chaque répétition renforce une version limitée de toi jusqu'à ce que tu trouves impossible d'agir différemment. Le plus absurde, c'est que la plupart de ces pensées ne sont même pas les tiennes à l'origine. Quelqu'un les a semées, tu les as vues à la maison, à l'école, dans la culture, et tu les as adoptées sans questionner. Elles restent là parce que tu ne t'es jamais arrêté pour les regarder en face. Vivre ainsi, c'est comme avancer avec une pierre dans la chaussure et te convaincre que cette douleur est normale. Le stoïcisme ne demande pas de nier tes pensées, mais exige que tu les examines de près. Demande-toi, est-ce que ce que je me répète est un fait ou une interprétation? Est-ce que cela sert à quelque chose de le porter, ou cela me freine-t-il simplement? Une pensée qui n'est pas examinée est une pensée qui te gouverne. Tu n'es pas responsable de ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu l'es de ce que tu choisis de croire et de nourrir. L'esprit se façonne comme le fer rouge. Il ne change de forme que si tu appliques pression et conscience. Remettre en question tes pensées récurrentes n'est pas un luxe intellectuel, c'est un besoin fondamental si tu veux avancer sans le poids invisible de croyances étrangères et de jugements automatiques. Change ton dialogue intérieur et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu penses n'est pas vrai, souviens-toi de cela. La liberté intérieure commence le jour où tu cesses d'accepter n'importe quelle pensée comme une loi. Choisis quelle pensée mérite ton énergie. Tout le reste est un fardeau mental. 9. Évite de te comparer constamment aux autres. Se comparer, c'est comme essayer de mesurer ta valeur avec une balance truquée. Peu importe combien tu ajustes le poids, le résultat est toujours manipulé et jamais en ta faveur. Tu passes ta vie à examiner le panier des autres, à calculer les réussites, les corps, les partenaires, les salaires, les voyages, les talents, pour voir si enfin tu arrives à sentir que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas le retardataire d'une course invisible. Mais cette comparaison est un poison lent. Au lieu de regarder tes propres progrès, tu t'obsèdes avec les kilomètres que les autres prétendent avoir parcourus, mesurant ta valeur avec une règle qui change de taille selon l'humeur du jour. C'est absurde et pire encore, autodestructeur. Il n'y a pas de paix pour celui qui se compare, seulement une insatisfaction chronique qui te pousse à courir sans savoir où, simplement parce que les autres semblent aller plus vite. L'excuse habituelle est que la comparaison sert de motivation. Mais c'est le mensonge le plus rentable du système. On te vend l'idée que si tu t'inspires des autres, tu vas te surpasser, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'alimenter un sentiment constant de manque. Personne ne publie ses défaites. Personne ne montre le prix de ses victoires. Personne n'expose la facture émotionnelle de ses succès apparents. Mais toi, dans un acte absurde d'auto-tromperie, tu te punis de ne pas atteindre une version éditée et filtrée de la vie des autres. Le résultat est prévisible. Chaque progrès personnel perd de sa valeur. Chaque réussite devient une miette, car il y a toujours quelqu'un à admirer.
Ainsi, l'esprit s'entraîne à l'insatisfaction. Tu transformes la vie en une compétition constante, même si le trophée n'existe même pas. La comparaison ne te rend pas plus fort, elle te rend plus faible. C'est un drainage d'énergie brutale, une fuite d'estime de soi qui ne se voit pas dans le miroir, mais qui se manifeste dans l'attitude quotidienne. Tu cesses de célébrer tes petites victoires parce qu'elles te semblent insignifiantes face au théâtre des grandeurs des autres. Tu cesses d'essayer par peur d'échouer publiquement, car le regard des autres pèse plus que ton propre jugement. Ainsi, la médiocrité s'entraîne, en cherchant une validation sur un podium qui n'existe que dans ta tête. Personne ne se libère tant qu'il continue à concourir dans des courses inventées par d'autres. Si ta valeur dépend de la comparaison, elle ne sera jamais suffisante. Coupe le cycle maintenant. Tu n'es pas venu dans ce monde pour répéter le script de quelqu'un d'autre. La seule compétition légitime est avec toi-même, avec la version d'hier, pas avec la vitrine superficielle des autres. Chaque fois que tu te compares, tu gaspilles de l'énergie que tu pourrais utiliser pour grandir, pour apprendre, pour avancer vraiment. Comparer, c'est perdre d'avance. Arrête de donner ta tranquillité à une balance qui ne s'équilibre jamais. Si tu veux avancer léger en 2026, entraîne la discipline de regarder ton propre chemin. Ce que les autres réalisent ne définit pas ce que tu es capable de construire. Élimine la comparaison et tu retrouveras le pouvoir d'évaluer ton propre processus. Personne ne gagne en vivant en fonction du score des autres. 10. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas remplir une vie épanouie si elle est saturée de l'inutile. C'est ainsi que fonctionne l'équation intérieure que presque personne n'ose remettre en question. Ce n'est pas le manque d'opportunités ni de potentiel qui te freine, mais l'espace occupé par ce qui ne sert plus, mais que tu refuses de lâcher. L'essentiel ne consiste pas à ajouter plus d'activités, plus d'engagement, plus d'objectifs, plus d'objets ou même plus de personnes. L'essentiel a besoin d'espace, et cet espace n'existe que lorsque tu décides de vider, démonter, nettoyer. Le plus grand auto-illusion est de croire qu'un jour tu auras le temps pour l'important tout en continuant à t'accrocher à l'accessoire par pure inertie émotionnelle ou peur du vide. Le mécanisme intérieur est subtil. Tu accumules des habitudes par habitude. Tu maintiens des conversations pour éviter le silence. Tu conserves des idées anciennes parce que tu ne sais plus qui tu serais sans elles. Tu remplis ton agenda et ta tête avec l'urgent, mais tu laisses en attente ce qui te construirait vraiment. Ce n'est pas un manque de clarté, c'est une peur de la perte, de l'inconfort de rester avec moins, même si ce moins est la seule chose qui peut te rendre la paix. L'esprit s'entraîne à survivre parmi les accumulations, le cœur à les justifier. Tu te convaincs que tout ce que tu portes est indispensable, mais en réalité, c'est juste familier. La peur de lâcher prise et la peur de te retrouver avec toi-même, sans distraction, sans excuse, sans endroit où cacher ce que tu ne veux pas regarder en face. Il y a une vérité inconfortable que peu admettent. L'espace intérieur se gagne par des renoncements, pas par des ajouts. Fais de la place et l'essentiel apparaîtra. C'est une loi intérieure qui ne faillit jamais. Mais cela nécessite du courage pour désarmer les routines, revoir les liens, laisser mourir des idées usées et mettre en pause l'urgence chronique de produire, répondre et plaire. Ce n'est pas un processus confortable ni immédiat. L'esprit résiste, proteste, exige des preuves que tu ne perdras pas quelque chose de précieux. Mais ce qui compte vraiment ne se perd jamais en lâchant le superflu. Cela ne se révèle que lorsque la surface cesse d'être saturée. Si tu veux avancer avec légèreté et clarté, la question n'est pas ce que tu peux faire de plus, mais ce que tu peux arrêter de faire. Qu'est-ce qui mériterait de sortir définitivement de ta vie pour libérer de l'énergie, du temps et de l'attention? L'abondance réelle est le résultat de l'élimination. Tout espace que tu récupères par un renoncement conscient est un investissement direct dans ton bien-être. L'esprit a besoin de silence pour distinguer l'essentiel de la distraction. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce n'est pas un mystère spirituel, ni une punition du destin. C'est un appel à l'attention. C'est la vie qui te dit, sans détour, que tu dois arrêter de regarder vers l'extérieur et commencer à te regarder en face. Parce que le silence de l'autre ne détruit pas ton monde. Il révèle l'état réel du tien. Il y a un moment où tu te rends compte d'une chose inconfortable. Ce qui fait le plus mal n'est pas que cette personne ne soit plus là, mais que tu dépendais trop de sa présence. C'est la vérité crue, celle que personne ne veut admettre. Et c'est là, dans ce coup silencieux, que commence le travail stoïcien. Pas dans le drame, pas dans la plainte, pas dans la question « pourquoi ?». Il commence par assumer « c'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant ?» L'éloignement, aussi froid soit-il, te montre où tu as placé ta valeur. Et si l'absence de quelqu'un te brise, c'est parce que sans t'en rendre compte, tu as donné ta paix comme si c'était un cadeau que n'importe qui pouvait prendre et jeter quand il le voulait. Cela se termine aujourd'hui. Nous n'allons pas romantiser la douleur. Ici, il ne s'agit pas de récupérer quelqu'un, ni de décrypter les intentions d'autrui. Ici, il s'agit de récupérer ton pouvoir. Il s'agit d'apprendre à regarder le silence sans trembler, à te soutenir quand personne d'autre ne te soutient, à cesser de dépendre de la présence de quelqu'un pour maintenir ton identité. Le stoïcisme n'apparaît pas pour te dire « ne ressens pas ». Il apparaît pour t'apprendre à cesser de réagir comme si ta valeur dépendait de l'attention des autres. Il apparaît pour que tu comprennes que, bien que l'abandon te fasse mal, tu n'es pas obligé de t'abandonner toi-même. Cette vidéo est pour transformer ce coup émotionnel en discipline mentale, pour transformer le vide en clarté, pour que tu arrêtes de supplier des explications et que tu commences à construire de la force. Parce que le silence qui te dérange aujourd'hui sera demain l'espace où ton caractère renaîtra. Si tu es ici, c'est parce que tu as déjà compris que t'accrocher te détruit plus que lâcher prise. Alors respire, lève la tête et fais attention. À partir de ce point, tu n'apprendras pas à récupérer quelqu'un, tu apprendras à te récupérer toi-même. Fais une pause avant de réagir. Parfois, le cœur ressemble à une pièce remplie d'essence, et le moindre silence inattendu tombe comme une étincelle. Une seule étincelle, un message sans réponse, un changement d'attitude, un retrait soudain. Et tout de suite, tout en toi veut brûler. L'impulsion apparaît presque automatique, presque viscérale, presque désespérée. Mais c'est là que commence ta véritable différence. Non pas en réagissant, mais en arrêtant l'incendie avant qu'il ne commence. La pause est l'extincteur que peu de gens savent utiliser, mais qui sépare celui qui se maîtrise de celui qui se détruit. Le premier coup émotionnel que tu reçois quand quelqu'un t'ignore n'est pas le silence, c'est ton interprétation du silence. Ton esprit commence à sauter comme un animal acculé, inventant des possibilités douloureuses, créant des histoires qui n'ont même pas été confirmées, exagérant chaque détail. Et sans t'en rendre compte, ta réaction ne naît pas de la réalité, mais de ce que ton esprit imagine pour te punir. C'est pourquoi la pause est le premier acte d'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie, c'est de l'autocontrôle. C'est le moment exact où tu te dis « Je ne vais pas bouger jusqu'à comprendre ce que je ressens et pourquoi je le ressens ». Chaque réaction impulsive te met en position de faiblesse. Lui écrire désespérément, demander ce que tu as fait, te justifier sans qu'on te le demande. Ce sont des mouvements qui ne naissent pas de l'amour, mais de la peur. Et tout ce qui naît de la peur te lie, te rend dépendant, te fait te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un d'autre. La pause brise ce cycle. La pause te ramène à ton centre. La pause te rappelle qu'avant de répondre à quelqu'un d'autre, tu as besoin de te répondre à toi-même.
Un stoïcien ne réagit pas impulsivement parce qu'il sait que ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas son calme. Ce qui le définit, c'est sa capacité à observer sans se laisser submerger. C'est pourquoi, lorsque tu ressens cette impulsion de courir après quelqu'un, de réclamer, de demander de l'attention, arrête-toi. Respire profondément. Non pas parce que tu veux paraître fort, mais parce que tu as besoin de l'être vraiment. Une réaction émotionnelle est une confession de vulnérabilité envers la mauvaise personne. Quelqu'un qui s'éloigne n'est pas quelqu'un qui mérite de voir tes failles les plus profondes. La pause te permet d'analyser ce qui t'arrive avec plus de clarté. Ressens-tu de la colère, de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, de l'orgueil blessé? Chaque émotion a une origine et une intention, mais nous ne pouvons les comprendre que lorsque nous cessons de réagir comme si nous étions en guerre. La pause transforme le bruit interne en information utile. Elle te permet de te poser des questions inconfortables, mais nécessaires comme « Est-ce que je réagis à cette personne ou est-ce que je réagis à mes propres vides ?» Même d'un point de vue pratique, la pause joue toujours en ta faveur. Lorsque tu ne réagis pas, tu récupères ton pouvoir parce que tu ne donnes pas ton énergie à la situation. Tu ne te rabaisses pas, tu ne t'exposes pas, tu ne te précipites pas. Et dans cet espace de silence personnel, tu commences à te rappeler quelque chose de fondamental. Ta valeur ne dépend de la présence de personne. Ta stabilité n'a pas à trembler à cause des décisions des autres. La pause est un rappel que tu peux t'arrêter, même si le monde ne le fait pas. Avec le temps, tu apprendras que le calme n'est pas de la lâcheté. C'est de la précision. C'est savoir quand agir et surtout quand ne pas le faire. C'est maintenir ta dignité même lorsque tes émotions te poussent dans la direction opposée. Parce que maîtriser ta réaction, c'est maîtriser ton monde intérieur. Et c'est la première leçon pour faire face à l'éloignement sans te briser. Avant de te déplacer vers l'extérieur, tu dois apprendre à t'arrêter à l'intérieur. 2. Utilise le silence comme une force. Le silence ressemble à un terrain vide au milieu d'une ville bruyante. Tout le monde veut l'éviter parce qu'il pense qu'il n'y a rien là, mais ceux qui osent marcher sur cet espace découvrent quelque chose que le bruit n'offre jamais, le pouvoir. Un type de pouvoir qui ne se crie pas, ne se vante pas et ne s'explique pas. Un pouvoir qui se soutient seul. Et même si cela fait mal de l'admettre, quand quelqu'un s'éloigne de toi, ce silence qu'il laisse peut devenir ton terrain d'entraînement le plus important. La plupart des gens interprètent le silence comme un abandon, une attaque, un signe que quelque chose ne va pas avec toi. Ton esprit commence à inventer des histoires. Sûrement, je ne lui importe plus. J'ai fait quelque chose. Il me remplace. Mais le silence de l'autre ne parle pas de ta valeur. Il parle de la sienne. Ce qui révèle vraiment ta valeur, c'est la façon dont tu réponds. Si ta réaction est de courir après, de chercher de l'attention ou de combler le vide avec désespoir, tu donnes du pouvoir. Si tu utilises ce silence pour te renforcer, tu récupères tout. Utiliser le silence comme une force ne signifie pas feindre l'indifférence. Il ne s'agit pas de jouer à être indifférent, ni de prétendre que tu t'en fiches. Il s'agit de ne pas réagir à partir de la blessure. Il s'agit d'observer sans sombrer. Il s'agit de comprendre que tout ce qui fait mal ne doit pas être résolu immédiatement et que toute absence n'exige pas une réponse émotionnelle. La force naît lorsque tu peux supporter le silence sans t'effondrer à l'intérieur. Le silence révèle aussi des vérités que le bruit cache, quand l'autre personne n'est plus là, quand elle n'écrit pas, quand elle n'appelle pas, quand elle disparaît. Tu vois soudainement avec clarté ta dépendance, tes attentes, tes peurs et tes blessures. C'est inconfortable, mais c'est réel. Et le réel est toujours une opportunité. Parce que si tu arrives à affronter ce que ce silence te montre, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Dans le stoïcisme, le silence est un outil.
C'est l'espace où tu écoutes tes pensées sans distorsions externes. C'est l'endroit où tu vois ta part de l'histoire avec une brutalité honnête. C'est le moment de te demander, est-ce que je réagis à l'autre personne ou à mes propres manques? Personne ne veut se poser cette question, mais celui qui le fait grandit. Celui qui l'évite se répète. Celui qui ose regarder sa vérité cesse de mendier des explications. Transformer le silence en force, c'est apprendre à être avec toi-même sans t'effondrer. C'est découvrir que ta compagnie n'est pas une punition mais une base. C'est te rendre compte que si tu peux te soutenir dans le vide émotionnel, tu peux te soutenir n'importe où. Et quand quelqu'un revient, s'il revient, il ne retrouvera pas une version fragile de toi, mais une version plus consciente et plus solide. Le silence te protège aussi. Il t'empêche de dire des choses que tu regretteras plus tard. Il t'éloigne des décisions impulsives. Il te permet d'analyser la situation avec un esprit clair. Et le plus important, il te donne le temps de voir qui tu es quand tu ne cherches pas de validation externe. Ce moment, cet espace, ce vide qui fait mal maintenant, peut être demain le point exact où tu as retrouvé ton identité. En utilisant le silence comme une force, tu envoies un message sans dire un mot. Je ne suis pas désespéré. Je ne dépends pas de ta présence pour être en paix. Je ne vais pas me soumettre à la fragilité émotionnelle juste parce que tu as décidé de te taire. Ce message n'est pas crié. Il vibre, il se perçoit. C'est une attitude interne qui transforme la façon dont les autres te traitent et surtout, la façon dont tu te traites toi-même. Le silence n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est l'impulsion nécessaire pour te réveiller. Et quand tu apprends à l'utiliser comme une force, tu découvres que tu n'as pas besoin de poursuivre quoi que ce soit pour retrouver ton pouvoir. 3. Observe tes émotions. Il y a des moments où le cœur se comporte comme une rivière après une tempête. L'eau déborde, coule avec force, emporte des branches, de la terre, tout ce qu'elle trouve sur son passage. Il en va de même en toi quand quelqu'un s'éloigne. Une tempête émotionnelle envahit ton esprit et ton corps, et tu as l'impression que rien n'est à sa place. Mais on ne contrôle pas une rivière en la bloquant avec les mains. On la contrôle en comprenant son cours, en observant son comportement, en la laissant couler jusqu'à ce qu'elle retrouve sa forme naturelle. Tu dois faire de même avec tes émotions. Tu ne peux pas les réprimer, les ignorer ou lutter contre elles. Tu dois les observer attentivement, sans te laisser emporter par elles. Quand quelqu'un s'éloigne, ta première réaction est émotionnelle, pas rationnelle. Ce n'est pas ta logique qui parle, c'est ta peur. Ce n'est pas ton calme qui agit, c'est ta blessure. Et si tu n'observes pas ces émotions clairement, tu deviens leur esclave. Tu commences à créer des histoires dans ta tête. Il ne doit plus se soucier de moi. Il a dû trouver quelqu'un d'autre. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Mais aucune de ces histoires n'est un fait, ce ne sont que des interprétations nées d'un esprit perturbé. C'est pourquoi observer tes émotions est l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. C'est t'asseoir face à ton propre chaos et dire « je vais te comprendre » avant de réagir. Dans le stoïcisme, observer les émotions ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas se laisser contrôler par elles. C'est te permettre de ressentir la tristesse sans la transformer en désespoir. C'est accepter l'inconfort sans le transformer en autodépréciation. C'est reconnaître la douleur sans en faire ton identité. Parce que le problème n'est jamais de ressentir. Le problème est de laisser une émotion momentanée décider pour toi. Un esprit qui n'observe pas ses émotions réagit impulsivement. Un esprit qui les observe se renforce en les traversant. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu ressens, tu commences à découvrir des choses qui étaient cachées sous la réaction initiale. Parfois, ce qui fait mal n'est pas l'absence de l'autre, mais ce que l'absence éveille en toi. Insécurité, dépendance, attente irréaliste, peur d'être seul, besoin de validation, blessures anciennes que tu n'as jamais soignées. Rien de tout cela n'a à voir avec l'autre personne, mais son silence agit comme un miroir qui te force à voir ce que tu évitais. Et même si cela peut te déranger, affronter ce reflet est le début de ta transformation.
Observer tes émotions t'aide aussi à distinguer ce qui est une réaction du moment de ce qui est une vérité profonde. Souvent, tu ne manques pas la personne, tu manques ce que tu pensais que cette personne représentait pour toi. Ce n'est pas son silence qui te fait mal, c'est ton interprétation de ce silence. Ce n'est pas sa distance qui t'affecte, c'est la signification que tu as donnée à cette distance. Mais rien de tout cela ne peut être vu clairement si tu réagis immédiatement. Tu ne le vois que lorsque tu prends le temps de regarder en toi, sans filtre. L'observation émotionnelle est un acte de courage, car elle implique de faire face à des sentiments que tu préférerais ignorer. Elle implique de te poser des questions inconfortables comme « Quelle partie de moi s'active quand on m'ignore ? Est-ce que je cherche la personne ou est-ce que j'évite mon propre vide ? Est-ce que c'est l'éloignement qui me fait mal ou est-ce que c'est la perte d'une illusion ?» Chaque question ouvre une porte vers ta connaissance de soi. Chaque réponse te libère un peu plus de la dépendance émotionnelle qui te lie. Quand tu apprends à observer tes émotions sans réagir, tu reprends le contrôle sur toi-même. Tu cesses d'être prisonnier de chaque pensée qui traverse ton esprit. 4. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Parfois, la vie ressemble à tenir du sable entre les mains. Plus tu serres les doigts, plus il s'échappe rapidement. C'est l'erreur que beaucoup commettent quand quelqu'un s'éloigne. Essayer de retenir ce qui n'est plus là, forcer ce qui a perdu son chemin, s'accrocher à quelque chose qui, aussi douloureux que cela puisse être à accepter, ne t'appartient plus. Et plus tu exerces de pression, plus tu te fais mal. Le sable ne reste pas par force, il reste quand la main apprend à se détendre. Il en va de même pour les personnes. Il en va de même pour les situations que tu ne contrôles pas. La souffrance la plus profonde ne vient pas du silence, ni du rejet, ni de l'indifférence. Elle vient de la résistance interne, de cette lutte inutile dans laquelle tu essaies de changer ce qui est hors de tes mains. Tu veux des réponses, tu veux de la clarté, tu veux que l'autre personne recommence à agir comme avant, tu veux que tout soit comme tu penses que ça devrait être. Mais la réalité ne s'adapte pas à tes désirs, et le stoïcisme te frappe avec cette vérité. Tu ne contrôles rien en dehors de toi. Rien. Tu contrôles ton esprit, ton interprétation, ta réaction et ton comportement. Le reste ne te répond pas. Le reste ne t'obéit pas. Le reste suit son propre chemin. Quand tu restes accroché à l'incontrôlable, tu deviens prisonnier de tes propres attentes. Tu t'épuises en attendant des messages qui n'arrivent pas, des explications qui n'existent pas, des comportements qui ne dépendent pas de toi. Et dans ce processus, tu te perds. Tu te déconnectes de ta force. Tu deviens quelqu'un qui vit en fonction de ce que l'autre décide de faire, comme si ta vie était en suspens jusqu'à ce que cette personne réagisse. Mais tu n'es pas né pour vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ici pour te consumer émotionnellement en essayant de raviver ce qui est déjà mort. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est reprendre le pouvoir. C'est accepter la réalité sans la maquiller. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas me détruire en essayant de le changer. Le stoïcisme ne te demande pas de te résigner, il te demande de la lucidité. Il te demande de différencier ce que tu peux transformer de ce que tu peux seulement observer. Quand tu comprends cette ligne, ton énergie revient à toi. Ta dignité revient à toi. Ta paix revient à toi. Lâcher prise est un acte de maturité émotionnelle parce qu'il implique de cesser de se battre contre des fantômes que tu ne vas jamais vaincre. Et même si cela peut sembler dur, souvent la vie te retire ce dont tu n'as pas besoin pour te rendre à qui tu as vraiment besoin, toi. L'absence de l'autre peut faire mal, mais elle ouvre aussi un espace pour ta clarté. Quand tu n'as plus de contrôle sur la situation extérieure, la seule option réelle est de renforcer ton monde intérieur. Tu peux continuer à être obsédé par ce que tu ne peux pas bouger, ou tu peux bouger la seule chose qui est sous ton contrôle, ta façon de penser. Chaque pensée que tu choisis est une brique qui construit ta liberté ou ta prison. Lâcher prise est aussi un exercice d'humilité. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne vois pas tout, que tu ne peux pas forcer la volonté des autres. C'est reconnaître que le monde ne tourne pas selon tes émotions.
Et même si au début l'acceptation fait mal, comme une blessure ouverte, elle devient ensuite un soulagement. Parce que quand tu acceptes, tu arrêtes de te battre. Et quand tu arrêtes de te battre, tu respires, tu te reposes, tu deviens plus léger, tu deviens plus conscient. Et tu commences à marcher avec une tranquillité qui ne dépend de personne. En lâchant prise, tu découvres que le silence ne te tue pas. Tu découvres que l'indifférence des autres ne définit pas ta valeur. Tu découvres que la distance ne te brise pas. Tout cela ne t'affecte que lorsque tu essaies de le contrôler. Quand tu le lâches, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie se libérer. Cela signifie laisser de la place pour ce qui t'appartient vraiment, ta croissance, ton autocontrôle. 5. Renforce ton autonomie. La vie, parfois, ressemble à une table soutenue par trop de jambes étrangères. Chaque personne qui compte pour toi devient un soutien, un point d'équilibre, une base qui te donne de la stabilité. Mais quand l'une de ces personnes s'en va, la table vacille. Et si la table tombe, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est retiré, c'est parce que tu n'avais pas assez de jambes propres pour te soutenir. C'est la vérité inconfortable que peu de gens veulent affronter. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas la fin. C'est le signe que tu dois construire plus de force intérieure. C'est le rappel que ta stabilité ne doit jamais dépendre d'une seule présence humaine. L'autosuffisance ne signifie pas te renfermer sur toi-même ou devenir de pierre. Cela signifie que ton bien-être ne peut pas être fragile au point de se briser quand quelqu'un décide de ne pas être là. Cela signifie que ta vie ne peut pas être un bâtiment qui s'effondre parce qu'une personne a fermé une porte. L'éloignement d'autrui fait mal, mais il révèle aussi combien tu dépendais émotionnellement de quelque chose d'extérieur pour te sentir en paix, en sécurité ou digne. Et cette révélation, bien qu'inconfortable, est une opportunité pour te renforcer. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, vivent comme si leur énergie avait besoin de permission. Si quelqu'un les valide, ils se sentent bien. Si quelqu'un les ignore, ils s'effondrent. Si quelqu'un leur écrit, ils respirent. Si quelqu'un se tait, ils s'effondrent. Cette dynamique n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et tant que tu dépends des autres pour te sentir complet, tu marcheras toujours avec peur, tu craindras toujours de perdre, tu vivras toujours à la merci de ce que les autres font ou ne font pas. L'autosuffisance brise ce cycle. Quand tu commences à construire ton autonomie, tu te rends compte de quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là pour maintenir ta stabilité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te choisisse pour connaître ta valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour te sentir vu. Ce dont tu as besoin est en toi, pas à l'extérieur. Et bien que cela puisse sembler répétitif, c'est une vérité que peu de gens pratiquent. L'éloignement d'autrui doit te pousser vers ton intérieur, pas vers le désespoir. Il doit t'amener à te demander quelle partie de toi était soutenue par quelqu'un d'autre au lieu de se soutenir elle-même. L'autosuffisance s'entraîne aussi, comme un muscle. Tu t'entraînes quand tu choisis de faire tes choses, sans attendre de compagnie. Tu t'entraînes quand tu profites d'une journée avec toi, sans avoir besoin de validation. Tu t'entraînes quand tu commences à reconnaître tes capacités sans chercher l'approbation. Tu t'entraînes quand tu décides que ton état émotionnel ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre. Cet entraînement est lent, inconfortable et profond, mais c'est celui qui te libère de la dépendance émotionnelle. Être autonome ne te rend pas froid, il te rend libre. Il te rend quelqu'un qui peut t'aimer sans peur de perdre. Il te rend quelqu'un qui peut être avec les autres sans être attaché. Il te rend quelqu'un qui apprécie la compagnie mais qui n'en a pas besoin pour respirer. Parce que la dépendance est une chaîne et l'autosuffisance est la clé qui la brise. Quand tu ne dépends plus émotionnellement de personne, tes relations deviennent plus saines, plus réelles et plus conscientes. Tu arrêtes de t'accrocher par peur et tu commences à choisir en toute liberté. Le stoïcisme a une phrase implicite qui se répète en silence tout au long de ses enseignements. Ne mets pas ta paix dans les mains d'autrui. La paix qui dépend d'un autre sera toujours instable. La paix que tu construis en toi sera toujours tienne,
Quand tu renforces ton autonomie, tu ne crains plus l'absence de personne. Tu ne souffres plus du silence d'autrui. Tu ne te mets plus à genoux émotionnellement pour que quelqu'un ne parte pas, parce que tu te tiens, tu te soutiens. 6. Choisis le silence conscient. Le silence ressemble à une porte entrouverte dans une pièce vide. Tu ne sais pas si le franchir te donnera du calme ou te confrontera à toi-même, mais il est clair qu'une décision doit être prise. C'est le genre de silence qui apparaît quand quelqu'un s'éloigne. Un silence inconfortable, lourd, qui te force à écouter tes propres pensées même si tu ne le veux pas. Et c'est ici que le point clé émerge. Tous les silences ne sont pas une punition. Certains sont un choix, certains sont une stratégie, certains sont une protection. Et tu as besoin d'apprendre à utiliser le silence à ton avantage. Le silence conscient n'est pas cesser de parler parce que tu es blessé. Ce n'est pas garder ses distances comme forme de manipulation. Ce n'est pas disparaître pour voir si l'autre personne réagit. C'est du silence impulsif, du silence réactif, du silence qui naît de l'insécurité. Le silence conscient est différent. C'est un silence que tu choisis pour retrouver ta clarté, ton énergie et ton pouvoir personnel. C'est la décision mature de ne pas répondre immédiatement, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne veux pas agir à partir de la blessure. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu introduis une pause stratégique entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu protèges ton esprit du chaos émotionnel. Tu observes la situation avec plus d'objectivité. Tu te donnes du temps pour voir si ce que tu veux faire naît de la dignité ou de la peur. Et cet espace, cette distance, c'est là que naît la force émotionnelle. Les gens réagissent comme si le monde allait se terminer s'ils ne répondent pas immédiatement. Mais le calme se construit précisément dans ce temps où tu choisis de ne courir après personne. Le silence conscient parle aussi pour toi sans besoin de mots. Il dit « Je ne suis pas désespéré, je n'ai pas besoin de mendier de l'attention, je ne vais pas me mettre dans une position inférieure juste parce que tu as décidé de t'éloigner. » La plupart ne comprennent pas cette idée parce qu'ils croient que le silence est toujours un signe de faiblesse ou de résignation. Non, le silence conscient est une déclaration de maîtrise de soi. C'est la façon la plus élégante et ferme de montrer que ta valeur ne dépend pas de l'interaction immédiate de quiconque. Le stoïcisme enseigne que chaque émotion qui te domine te rend esclave du monde extérieur. Et le silence conscient est précisément l'outil qui brise ce cycle. Il permet que ta réaction ne dépende pas de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Il t'aide à ne pas tomber dans des conversations impulsives, à ne pas envoyer des messages inutiles, à ne pas exposer ta vulnérabilité face à une personne qui n'est pas prête à la soutenir. Le silence conscient te protège de toi-même et de ton propre élan destructeur. De plus, le silence conscient te permet d'observer l'autre personne sans filtre émotionnel. Quand tu te tais, tu vois plus clair. Tu vois son niveau d'intérêt, tu vois sa cohérence, tu vois son respect, tu vois son intention réelle, parce que celui qui veut être là, reste. Celui qui veut parler, cherche. Celui qui veut clarifier, le fait. Et celui qui n'apparaît pas, t'a déjà donné la réponse que tu cherchais. Les gens se révèlent plus par ce qu'ils ne font pas que par ce qu'ils disent. Mais tu ne peux voir cela que si tu sais te taire. Si tu remplis chaque vide avec des mots, tu ne pourras jamais voir la vérité. Choisir le silence conscient est aussi un acte d'amour de soi. C'est te dire à toi-même « Ma paix vaut plus qu'une conversation précipitée ». C'est décider de ne pas entrer dans des dynamiques qui te volent de l'énergie. C'est respecter ton espace émotionnel. Et surtout, c'est apprendre à te soutenir dans l'inconfort sans te briser. Parce que celui qui peut rester en silence sans s'effondrer a maîtrisé son monde intérieur. Dans la vie, la plupart utilisent le silence pour manipuler ou punir. Toi, tu vas l'utiliser pour grandir, pour renforcer ton caractère. 7. Retire-toi pour protéger ta paix. Parfois, la vie ressemble à une salle pleine de bruit où tout le monde parle en même temps. Peu importe combien tu essaies d'écouter ta propre voix, il y a toujours quelque chose qui la couvre.
Quand quelqu'un te traite avec indifférence, quand sa distance commence à t'épuiser, quand son silence devient un bruit insupportable dans ton esprit, c'est exactement ce qui se passe. Ta paix se noie entre les attentes, les doutes et les pensées qui ne te laissent pas respirer. Et dans ces moments, se retirer n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie émotionnelle. C'est revenir à un endroit où ton esprit peut de nouveau s'écouter. Les gens pensent que se retirer, c'est perdre, céder ou accepter que l'autre a gagné. Mais se retirer pour protéger ta paix n'a rien à voir avec l'autre. Cela a à voir avec toi, avec ta stabilité, avec ta dignité, avec ta santé mentale. Il y a des situations où rester ne fait qu'approfondir la blessure, parce que tu continues d'essayer d'obtenir quelque chose qui n'est plus disponible, une explication, une clôture, une réponse, un traitement juste. Mais quand une porte se ferme de l'extérieur, le pire que tu peux faire est de continuer à frapper de l'intérieur. Le véritable pouvoir est de te retourner et de marcher vers ton propre centre. Se retirer n'est pas disparaître en silence comme une punition. C'est reconnaître qu'insister dans un espace qui ne te valorise pas ne fait que te blesser. C'est comprendre que ton énergie est une ressource limitée et que tu ne peux pas continuer à la dépenser sur des personnes ou des situations qui la consomment sans te donner rien en retour. La paix est chère et ne mérite pas d'être négociée pour des miettes émotionnelles. Se retirer est un acte de respect de soi, presque un rituel interne où tu décides de ne plus jouer à un jeu où tu es le seul à parier quelque chose. Le stoïcisme enseigne que nous devons être là où notre vertu peut grandir, pas là où elle se flétrit. Quand tu restes dans un endroit où l'indifférence te fait douter de ta valeur, ta vertu s'use, ta clarté se brouille, ta stabilité se fragmente. C'est pourquoi se retirer n'est pas abandon, c'est alignement. C'est choisir un chemin où ton esprit peut se renforcer plutôt que de s'user. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas continuer à me perdre en essayant de sauver quelque chose qui n'est plus vivant. Se retirer te montre aussi qui tu es sans interférences extérieures. Quand tu t'éloignes de quelqu'un qui te déstabilise, le vrai travail commence. Cette distance t'oblige à observer tes blessures, tes peurs, tes schémas. Elle te montre combien tu dépendais émotionnellement de l'attention de l'autre. Elle t'apprend que souvent, ce n'était pas la personne qui te faisait mal, mais la version de toi-même que tu créais quand tu étais près d'elle. C'est la partie la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice, car elle te permet de te reconstruire à partir d'une vérité plus solide. Protège ta paix comme si c'était ton territoire le plus sacré. Ne laisse pas le comportement de quelqu'un d'autre dicter ta stabilité. Ta paix est à toi, pas à celui qui décide de te parler ou de t'ignorer selon son humeur. Se retirer, c'est affirmer que tu ne vas pas vivre à la merci de l'incohérence de personne, que ton équilibre ne dépend pas de l'émotion de l'autre, que ta dignité n'est pas négociable. Les gens qui ne te valorisent pas pensent que tu seras toujours là. Quand tu te retires, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec ta tranquillité sans conséquence. Le retrait révèle aussi ce que les mots ne peuvent pas. Celui qui t'apprécie vraiment te suit. Celui qui te valorise vraiment cherche à clarifier. Celui à qui tu importes vraiment ne te laisse pas partir sans explication. Et celui qui ne fait rien t'a déjà montré la vérité que tu évitais. Ton silence n'est pas une punition, c'est une limite. Ton retrait n'est pas une vengeance, c'est de l'auto-soin. 8. Transforme l'absence en croissance. L'absence ressemble à une pièce récemment vidée. Avant, elle était pleine de bruit, de mouvement et de présence, mais d'un moment à l'autre, tout devient silencieux. Cet espace vide vous oblige à regarder les murs que vous ignoriez auparavant, à remarquer des fissures que vous ne voyiez pas, à reconnaître qu'il y avait du désordre caché sous le tapis. La même chose se produit lorsque quelqu'un part. L'absence éclaire ce que la présence cachait. Et bien que cela fasse mal au début, ce vide est un terrain fertile. Ce que vous faites avec détermine si vous vous effondrez ou si vous renaissez. La plupart interprètent l'absence comme une fin, comme une défaite, un rejet ou une perte irréparable.
Mais le stoïcisme la voit comme un point de flexion, comme le début d'un nouveau chapitre où vous ne vivez plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Lorsque quelqu'un s'éloigne, un espace émotionnel reste qui peut vous affaiblir ou vous renforcer. Ce n'est pas l'absence qui détermine le résultat, c'est votre attitude envers elle. Et c'est ici que naît la différence entre ceux qui se consument pour ce qui n'est plus et ceux qui se transforment grâce à cela. L'absence est une information, un message clair qu'il est temps de se reconstruire. Transformer l'absence en croissance implique d'abord d'accepter ce que vous ressentez sans victimisation. La tristesse, la colère, la nostalgie et la confusion font partie du processus. Vous n'avez pas à prétendre que cela ne fait pas mal. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester coincé dans l'interprétation la plus sombre de la situation. L'absence de quelqu'un ne signifie pas votre manque de valeur. Cela signifie que l'histoire est arrivée à un point où la vie veut que vous changiez de direction. Rester coincé dans cette douleur, c'est renoncer à l'opportunité d'évoluer. Et vous n'êtes pas ici pour rester, vous êtes ici pour avancer. La croissance naît lorsque vous commencez à vous demander ce que cette absence révèle. Quelle partie de vous dépendait trop de la présence de l'autre? Quelles blessures internes ont été activées? Quelles croyances sur vous-même ont été exposées? Chaque réponse est un outil. Chaque reconnaissance est une nouvelle porte. L'absence fonctionne comme une loupe qui amplifie vos carences émotionnelles, mais aussi comme un miroir qui montre votre potentiel non développé. La croissance apparaît lorsque vous arrêtez de regarder vers l'extérieur en attendant une explication et commencez à regarder vers l'intérieur à la recherche de compréhension. Dans le stoïcisme, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler devient du matériel pour votre développement personnel. L'absence s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Vous ne décidez pas qui reste ou qui part, mais vous décidez ce que vous faites avec l'espace qui reste après. Vous pouvez le remplir d'obsession, d'anxiété ou de recherche désespérée d'attention, ou vous pouvez le transformer en un sanctuaire de reconstruction émotionnelle. La deuxième option est celle qui vous transforme. Parce que lorsque vous apprenez à être avec vous-même sans vous effondrer, vous devenez plus fort que n'importe quel abandon. Transformer l'absence en croissance implique également de rediriger votre énergie. Tout ce que vous donniez vers l'extérieur revient maintenant à vous. Vous commencez à prêter attention à vos habitudes, vos objectifs, votre corps, votre esprit, votre but. Vous commencez à vous occuper de ce qui dépend de vous. Vous récupérez du temps, de l'espace mental et de la concentration. Vous arrêtez de vivre en attente de signaux externes et commencez à construire votre stabilité de l'intérieur.